Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler du Moyen-Orient, de cette région à laquelle l'Égypte appartient. Nous allons justement aussi dans ce contexte parler du rôle que joue l'Égypte dans la région, certainement, mais aussi en Afrique. Presque 6 mois justement, ou un peu plus même, pour la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Certainement, ça va dépasser certainement les 6 mois. On aimerait bien savoir le bilan de cette période. Ceci certainement dans le cadre aussi du rôle que joue l'Égypte dans notre région, dans la région justement arabe et du Moyen-Orient. Là, il faut rappeler que c'est une région en tension depuis quelques années, beaucoup de conflits, certainement aussi beaucoup de défis. Ce soir, nous allons parler de tout ceci et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Mais on commence certainement avec l'actualité, on commence aussi avec donc le président ici qui s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre et le ministre de l'électricité ainsi qu'avec le président de l'autorité des centrales nucléaires. Lors de la réunion, le chef de l'État a souligné la nécessité de garantir les normes justement de sécurité les plus élevées pendant toutes les étapes de la construction de la centrale nucléaire d'Al-Dabra. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que lors de la réunion, le président ici a passé en revue les derniers développements survenus dans la construction d'infrastructures électriques dans la nouvelle capitale administrative. De son côté, le ministre de l'Électricité a présenté la situation exécutive du projet des nouveaux tunnels des câbles à haute tension dans la nouvelle capitale administrative et qui constitue le premier de son genre au Moyen-Orient et en Afrique. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, doit se rendre demain à Khartoum pour des discussions avec les responsables soudanais dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmad Hafez, a déclaré qu'au cours de sa visite au Soudan, M. Shoukry doit s'entretenir avec le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhani, avec le premier ministre Abdullah Hamdok, ainsi qu'avec la chef de la diplomatie soudanaise, Asma Abdullah. Et comme je viens de vous le dire, il s'agit de la région, mais aussi du rôle que joue l'Égypte au Moyen-Orient. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame. Voilà, il y a quelques petites semaines, le président Abdel Fattah el-Sisi était au Koweït. On parle certainement d'une activité aussi importante, que ce soit avec sa participation au G7 par exemple ou autre. Quand on parle des défis que connaît la région aujourd'hui, à savoir la crise libyenne, la situation en Syrie, certainement le Liban même et certainement la traditionnelle et très ancienne crise israélo-palestinienne, on parle là d'un rôle assez important que l'Égypte essaye de jouer. L'Égypte a toujours été une puissance arabe, une puissance moyen-orientale. Elle a toujours ces mots à dire sur le destin, le destiné de la région. Mais dans le stage actuel, la région est vraiment confrontée à beaucoup de menaces et l'Égypte fait de son mieux en étroite coopération avec les Nations Unies, avec ses alliés, avec les pays amis pour régler tant de crises et tant de conflits armés. La tâche n'est pas facile, mais les principes sur lesquels est basée la politique étrangère égyptienne va certainement contribuer
premièrement, à l'apaisement de la situation régionale et deuxièmement, à la résolution de tant de crises et tant de conflits armés. Et comme je viens de le dire, ce n'est pas à l'Égypte seulement à régler ces conflits, mais avec les Nations Unies et avec toutes les puissances internationales concernées par la sécurité et la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Certainement. Beaucoup de pays en fait sont concernés, c'est-à-dire la stabilité de la région du Moyen-Orient certainement fait l'objet de l'intérêt des grandes puissances aussi. Si le Premier ministre, le nouveau Premier ministre britannique parle du rôle axial que joue l'Égypte dans la région, on parle justement de pays aussi importants dans le monde qui parlent justement du rôle de l'Égypte. Donc encore une fois là, il s'agit aussi d'une question d'intérêt. La stabilité dans la région se reflète aussi sur la stabilité sur le monde entier. On parle de questions assez critiques aussi, comme l'immigration clandestine. Et là aussi, il faut rappeler que l'Égypte a déployé d'énormes efforts justement pour freiner et mettre fin à l'immigration clandestine. Elle a même mis fin au départ justement des vagues justement de migrants des territoires égyptiens. Oui, vous avez raison, madame. Quant à l'immigration clandestine, l'Égypte, avec l'Union européenne, a réussi à faire stopper cette immigration clandestine à partir de l'Égypte dès septembre 2016. La politique égyptienne, par les dires et les déclarations faites par les grands responsables de l'Union européenne et de la Commission européenne, a réussi à relever ce défi. Dans ce contexte, a une approche globale pour stopper l'immigration clandestine. De point de vue égyptien, la question n'est pas seulement d'adopter des mesures sécuritaires pour stopper les immigrés clandestins, mais le défi principal est d'adopter une approche globale pour faire face à ce phénomène déstabilisateur en Afrique, dans le pourtour méditerranéen et dans les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire adopter des politiques axées sur le développement économique durable, oui. C'est-à-dire exercer des efforts pour régler les conflits armés en Afrique. Et troisièmement, et à mon avis personnel, oui. C'est le plus important, adopter les principes de la bonne gouvernance, c'est-à-dire un respect total pour les droits des hommes, un respect total pour la démocratie et pour l'état de droit. Si l'Afrique réussirait à faire adopter par tous les pays membres de l'Union africaine ces principes de bonne gouvernance, j'en suis sûr que l'immigration clandestine à partir de l'Afrique vers l'Europe va se terminer. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'ambassadeur Hissène Halidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, on parle encore une fois du Caire qui continue à bénéficier de la reconnaissance de son statut régional prééminent par la plupart des acteurs régionaux et internationaux au Moyen-Orient. Même ses adversaires les plus fervents reconnaissent que c'est un acteur principal des relations internationales de la région. Tout de suite, je vous propose ce commentaire signé d'Alia Karam.
Certes, l'Égypte dispose de certains piliers sur lesquels elle fonde sa puissance régionale. Grâce à sa situation géographique, elle est au carrefour des grandes routes maritimes et aériennes internationales reliant 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Elle ne peut ainsi être isolée des interactions ayant lieu entre ces 3 espaces ainsi qu'en leur sein. Le Caire contrôle l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde, le canal de Suez. Grâce à cette situation géographique, l'Égypte se considère toujours comme un pont entre les Arabes et le monde. Politiquement, l'État égyptien est le plus ancien du monde arabe en termes de frontières géographiques, de système administratif et d'institutions. En effet, ces institutions et sa constitution ont inspiré celles des pays arabes dans les différentes phases de la construction de leurs États modernes. Les juristes égyptiens furent les auteurs principaux des textes juridiques et constitutionnels d'un grand nombre d'États arabes après leur accès à l'indépendance. Démographiquement, même si l'Égypte souffre d'une crise économique persistante à cause de son surpeuplement, son marché de plus de 100 millions de consommateurs en fait un pôle qui attire les investisseurs arabes et étrangers. En fait, un arabe sur 4 est égyptien. Avec le développement précoce de l'éducation en Égypte, cette démographie a permis une exportation de millions de cadres et de la main-d'œuvre qualifiée à travers le monde arabe. Ce fait contribue au sentiment des élites égyptiennes d'être redevables de la construction de l'État arabe moderne. Cette démographie lui permet également de détenir l'armée active la plus grande de la région avec 450 000 hommes. Ce chiffre place l'Égypte à la 11e position des plus grandes armées actives au monde. Militairement, l'Égypte est la première puissance militaire du monde arabe, la deuxième du Moyen-Orient, classée comme la région la plus militarisée du monde, et la première puissance militaire en Afrique, la deuxième région la plus militarisée du monde. Le prestige militaire du pays s'appuie sur le fait que l'Égypte soit le seul État arabe ayant récupéré l'intégralité de ses territoires occupés en 1967 par Israël. Culturellement, l'Égypte est un phare culturel pour le monde arabo-musulman. L'université islamique d'Al-Azhar est la deuxième université la plus ancienne du monde musulman datant du Xe siècle. Elle accueille dans ses 64 facultés 20 000 étudiants arabes et étrangers. Les universités du Caire et d'Alexandrie, établies en 1908 et 1938 respectivement, étaient pour plusieurs décennies un lieu de formation de l'élite arabe. L'Égypte possède aussi la fondation Al-Ahram, qui est l'une des fondations journalistiques les plus anciennes du monde arabe, puisque sa création remonte à 1875. Au niveau de la culture populaire arabe, l'Égypte continue à produire le plus grand nombre de films arabophones distribués à travers la région. Entre 1908 et 1998, les 3/4 du total des films produits dans le monde arabe ont été des films égyptiens. Elle reste le premier État arabe et même le seul dont 4 ressortissants ont reçu le prestigieux prix Nobel. La production culturelle égyptienne, qu'elle soit audiovisuelle ou littéraire, continue à être un outil principal du soft power égyptien dans le monde arabe. Voilà, politiquement, l'Égypte est l'un des plus anciens, certainement, États dans le monde. Certainement. Et là aussi, dans le monde arabe, par la suite, en termes de frontières certainement géographiques, en termes de civilisation, en termes de culture et autres. Là, on va parler de l'Égypte, de son rôle, mais aussi des défis que connaît la région en ce moment. Et là, on parle d'un point de vue politique, mais aussi économique. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Ravie de vous avoir parmi nous ce soir, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup. Très gentil. Voilà, on parle certainement de l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte dans cette période, là, il faut rappeler que la région connaît ou a connu beaucoup d'instabilité au cours des dernières années. Il y a le conflit certainement en Libye, il y a la situation libyenne, voilà la crise libyenne, il y a la Syrie, il y a certainement la question du Yémen aussi. Il y a pas mal de conflits dans la région, donc beaucoup d'efforts sont déployés par les pays les plus stables, certainement, pour donner la main, si on peut dire, pour résoudre les questions de la région. Un regard, si vous le voulez bien, sur le rôle que joue l'Égypte. En fait, quand vous parlez de le rôle des pays stables, je me demande combien de pays stables nous avons dans la région. À part l'Égypte, qui a été sauvée d'un grand défi, d'un grand problème
en 2013, en juin 2013, et qui a fait pas mal de dégâts. Ce qui est arrivé en Égypte a fait pas mal de dégâts, mais l'Égypte, dès le 30 juin, est en train de courir, de sauter les barrières pour se rattraper, pour retrouver sa place et la place qu'elle mérite et qu'elle a toujours tenue. Or, ce n'est pas facile. Donc, vous avez là, quand je pense à d'autres pays qui sont stables, je n'en trouve pas beaucoup. Au Golfe, par exemple, nous avons des problèmes de sécurité du Golfe. Et dont le président a très bien expliqué que la sécurité du Golfe faisait partie intégrale de la sécurité nationale égyptienne. Il l'a répété maintes fois, la dernière quand il était au Koweït, et même avant. Quand vous pensez, nous avons là les problèmes de l'Irak qui n'a pas retrouvé son état de stabilité, les problèmes en Syrie, la crise syrienne. Au Soudan, nous sommes dans une période de transition très importante, très délicate. Or, le Soudan est vital pour l'Égypte, que ce soit le nord ou le sud. Oui. Et notre ministre d'Affaires étrangères, vous venez de le dire, il sera demain à Khartoum pour discuter avec les autorités soudanaises de l'avenir des relations. Cela vient de l'importance et des relations égypto-soudanaises. Et l'importance, puisque la stabilité d'un des pays a un impact direct sur la stabilité et la sécurité de l'autre. Oui, c'est vrai. Si vous pensez, la Libye, le problème n'a pas arrêté, la crise est toujours en plein déploiement. Et là, l'Égypte est en train de travailler avec tous les partis concernés, que ce soit sur le plan régional ou le plan international, pour trouver une solution, pour gagner une stabilité, un calme, une sécurité, puisque c'est adjacent à nous et tout ce qu'il y a là-bas d'insécurité, de violence, il a un impact sur la sécurité de l'Égypte. En Tunisie, nous attendons les grands changements puisque les campagnes électorales commencent et très bientôt nous aurons des élections. En Algérie, nous sommes dans un moment transitoire aussi, puisque les élections algériennes sont en pleine préparation et très prochainement, je crois à la fin de ce mois-ci, au Maroc, il y a tout le changement qui se passe et la modernisation, qui est aussi un défi économique, politique, social. Donc là, la responsabilité de l'Égypte qui a toujours existé s'est doublée et même triplée. De là, vous pouvez encadrer le rôle de l'Égypte. Vous pouvez le voir. Cette année, 2019, nous avons encore une autre responsabilité qui s'est ajoutée, puisque nous occupons la présidence de l'Union africaine. Tout à fait. Et là, il y a une coordination directe, comme le président l'a bien souligné dans son premier discours de présidence à Addis Abeba au début de l'année, de faire la coordination entre le plan de développement de l'Afrique, 2063, et le plan de développement de l'Égypte qui est 230, oui. 2030, voilà. Oui. Et là, il ne diffère pas, puisque nous appartenons à ce continent, nous appartenons à cette région.
nous savons quel genre de défis, de conflits, de problèmes, de pertes de ressources humaines, économiques durant les dernières décennies. Et là, il faut se rattraper selon un plan clair, des objectifs bien définis, qui aussi s'accordent avec les objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Justement, quand on parle justement de la sécurité, de la stabilité, là, de deux termes en fait qui sont étroitement liés à l'économie, c'est-à-dire certainement pour avoir une certaine stabilité, il faut qu'il y ait un développement économique, un progrès économique, une certaine aussi stabilité économique qui favorise aussi une certaine stabilité et vice-versa aussi. On ne peut pas avoir donc une économie assez importante sans avoir une stabilité. Donc il faut travailler sur les deux plans et c'est ce que l'Égypte essaye de faire pendant ou dans le cadre de sa présidence de l'Union africaine. J'aimerais bien retourner à deux des éléments ou parmi les éléments que vous avez mentionnés, à savoir la stabilité de pays comme la Libye et le Soudan. Certainement, à chaque occasion, le président répète que, par exemple, la stabilité du Golfe fait partie intégrante justement à la stabilité ou à la sécurité nationale de l'Égypte. Le cas est pareil pour un pays comme le Soudan. Voilà, la continuité, plus ou moins, voilà, c'est au sud, à l'ouest, c'est la Libye, et à l'est, ce sont les territoires palestiniens occupés. L'Égypte a toujours joué le rôle de médiateur dans la question israélo-palestinienne. Voilà, vu la situation géographique, mais aussi vu le poids de l'Égypte dans la région. Je vous propose en ce moment, en fait, Madame l'ambassadrice, de suivre avec nous un commentaire, en fait, sur justement l'Égypte en médiatrice du conflit israélo-palestinien, là justement en rappelant qu'en juillet 2016, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, s'est rendu en Israël pour rencontrer le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, afin d'amorcer une relance des négociations de paix avec les Palestiniens. Il faut aussi rappeler que l'Égypte a joué un rôle de médiateur aussi entre les factions palestiniennes. Tout de suite, plus de détails dans ce commentaire signé d'Alia Karam. Sur la question israélo-palestinienne, l'Égypte s'avère être un acteur incontournable. Cette place importante provient des relations qu'elle entretient avec Israël et l'autorité palestinienne. L'Égypte est dotée d'une véritable capacité d'influence sur Israël ainsi que sur les factions palestiniennes. Elle s'engage pour faire accepter au Hamas les conditions imposées par la communauté internationale étant de remettre le conflit israélo-arabe au centre de l'agenda international. Depuis la signature par l'Égypte de l'accord de Camp David en 1978, elle est devenue le médiateur entre Israël et la Palestine. Le président Abdel Fattah al-Sisi affirme toujours, lors de ses rencontres récurrentes au Caire avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, que la cause palestinienne est une priorité de la politique étrangère de l'Égypte. Il affirme que l'Égypte surmontera tous les obstacles pour aider le peuple palestinien à réaliser la réconciliation et l'unité nationale. Le mouvement islamiste Hamas et son rival laïque du Fatah ont signé en octobre 2017 au Caire un premier accord parrainé par l'Égypte sur les termes concrets de la réconciliation après une décennie de déchirements dévastateurs. Le président Al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont souligné lundi 29 juillet 2019 l'importance de reprendre les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Les deux dirigeants ont réaffirmé l'intensification de leurs efforts pour relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens en accord avec les résolutions internationales et avec l'initiative de paix arabe et sur la base d'une solution à deux États prévoyant un État palestinien suivant les frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale. Le dernier ronde de pourparlers de paix entre les Palestiniens et Israël, organisé sous la médiation des États-Unis, a duré 9 mois avant d'échouer en avril 2014, sans être parvenu à une avancée significative. Et voilà, on parle du rôle qu'a toujours joué l'Égypte dans la crise israélo-palestinienne, mais là aussi on voit aujourd'hui beaucoup de changements, c'est-à-dire la direction américaine, voilà, avec des avis et des points de vue et des positions, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas dire qui changent, mais certainement qui ne sont pas en faveur
de la question palestinienne. Est-ce que c'est un défi en plus pour l'Égypte, selon vous, Madame l'ambassadrice? Le défi pour l'Égypte, c'est de garder une priorité avancée pour la question palestinienne sur l'agenda international. Or, ce n'est plus facile. Oui. C'est très difficile. Nous sommes dans un état de stagnation, bien que le président égyptien, dans tous ses entretiens bilatéraux, et même quand il adresse un forum international, régional, il insiste que la solution des conflits, des problèmes, des défis d'insécurité et d'instabilité dans la région ne trouveront une solution qu'à partir d'une solution pour la crise palestinienne. Oui. Il a répété cela maintes fois. Dernièrement, pendant la réunion du G7 à Biarritz en France, pendant ces entretiens bilatéraux avec le président américain, oui. Avec Madame Merkel, avec le président français, oui. Avec toutes les chefs d'État et de gouvernement, l'Allemagne et la France et les États-Unis, oui, qui ont participé à cette réunion, tout en aussi levant le drapeau de sa présidence de l'Union africaine. Donc il gardait toujours sa concentration dans les entretiens bilatéraux sur le plan politique, sur l'importance de trouver une solution à la crise palestinienne, israélo-palestinienne, l'importance de sortir de cet état de stagnation, l'importance de reprendre le dialogue, de reprendre les négociations, et que la position de l'Égypte ne changera jamais. C'est une position de principe qui tient au droit du peuple palestinien d'avoir son État indépendant en se guidant sur les frontières du 4 juin 1967 et toutes les résolutions issues par la communauté internationale, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, les principes de droit international et aussi l'importance d'une réconciliation palestino-palestinienne entre les deux factions et un retour au calme et une vie acceptable, un niveau de vie acceptable à Gaza. Oui, pour le là, la position égyptienne est une position de principe et elle est répétée sur tous les plans. Dernièrement, c'était au Koweït, ça a été répété, et peut-être la plus récente rencontre du président égyptien avec M. Walid Jumblat, le chef du Parti socialiste libanais, oui. A répété la même chose, l'importance d'une stabilité au Liban, mais une grande concentration sur l'importance de trouver une solution juste, durable et globale pour le problème palestinien. Là, si on ouvre ici des parenthèses, voilà, il faut justement rappeler que l'Égypte aussi mène une guerre toute seule contre le terrorisme dans le Sinaï. Et quand on parle justement de la situation dans les territoires palestiniens occupés, il faut pas oublier, voilà, cette guerre que l'Égypte mène seule, voilà, contre le terrorisme dans le Sinaï, dans une partie certainement, à savoir le nord. Certainement, voilà. On a fait un grand progrès dans ce domaine-là, mais le défi reste là. Le défi reste signifiant, grand, et d'ailleurs,
il absorbe beaucoup de l'énergie de l'État égyptien, qui aurait, en cas d'absence du terrorisme, ce genre de terrorisme, dans le cas où il n'y avait pas le terrorisme, vous pouvez imaginer quelles ressources, quelles grandes ressources auraient été vidées pour le développement du pays et le bien-être et la prospérité des Égyptiens. Mais nous avons le défi, nous n'allons pas nous dérober pour ne pas faire face à ce défi. Nous faisons face, nous expliquons notre position à la communauté internationale et nous demandons de façon assidue qu'il y ait une coopération internationale pour combattre le terrorisme, l'extrémisme qui mène au terrorisme. Certainement, et là aussi les efforts qui sont déployés pour le développement du Sinaï, un développement certainement économique et démographique aussi, avec justement la création de communautés justement dans le Sinaï. Retour à la question libyenne, et là aussi on parle de la position de l'Égypte qui insiste sur une solution politique pour la crise libyenne, que ce soit avec les partenaires régionaux ou internationaux. Certainement, il y a la France et la Libye, certainement, voilà, qui sont aussi concernés. Là, je rappelle que c'est l'un aussi des dossiers clés pour l'Égypte. Là, je suis très préoccupée certainement par la situation de sa voisine de la Libye, à savoir l'Égypte rejoint l'initiative, je rappelle, tripartite pour un règlement politique et global de la crise libyenne qui regroupe également l'Algérie et la Tunisie. Tout de suite, les détails dans ce commentaire signé d'Alia Karam. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Algérie et de la Tunisie, respectivement, Sameh Choukri, Sabri Boukadoum et Rami Genaoui, ont fait part mercredi 12 juin 2019 à Tunis, lors de la 6e réunion ministérielle tripartite sur la Libye, de leur profonde inquiétude et préoccupation concernant la situation dans ce pays. Les ministres, qui se sont également entretenus des efforts communs et complémentaires à entreprendre dans le cadre de l'initiative tripartite, ont affirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour rapprocher le point de vue des parties libyennes et les convaincre de décréter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel avant de lancer un appel aux parties pour qu'elle épargne au peuple libyen frère davantage de souffrance et à faire prévaloir l'intérêt suprême de la Libye. Les ministres des Affaires étrangères ont exhorté dans le même cadre les parties libyennes à faire preuve de la souplesse nécessaire à cesser l'escalade et à retourner au processus politique dans le cadre d'un dialogue interlibyen inclusif. Affirmant qu'aucune solution militaire ne peut être envisagée pour la crise libyenne, les ministres ont mis l'accent sur l'impérative préservation du processus politique et de la nécessité de l'appuyer comme seule voie à même de régler la crise dans ce pays sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies à travers sa mission en Libye, et ce conformément aux dispositions de l'accord politique et en application de l'ensemble des éléments du plan onusien adopté le 10 octobre 2017 par le Conseil de sécurité. Ils ont réitéré leur rejet total de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye étant un élément qui exacerbe la situation dans ce pays. Les trois ministres ont fait part de leur condamnation de la poursuite du flux d'armes vers la Libye par des partis dans la région et autres, ce qui est en contradiction totale avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et un facteur d'aggravation du conflit et des souffrances du peuple libyen. Les chefs de la diplomatie de l'Égypte, de l'Algérie et de la Tunisie ont appelé à ce titre le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités vis-à-vis des violations des décisions d'interdiction d'exportation des armes vers la Libye. Ils ont en outre insisté sur l'impératif de poursuivre la coordination et la coopération entre les trois pays dans le cadre de la lutte antiterroriste et de l'assèchement de ses sources, ainsi que leur appui à tous les efforts nationaux libériens pour lutter contre ce fléau. Réitérant leur attachement à l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye, les trois ministres ont souligné la nécessité d'unifier toutes les institutions nationales libyennes et leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la représentation de toutes les composantes du peuple libyen. Les ministres ont renouvelé leur détermination à poursuivre la coopération et à optimiser la coordination politique et sécuritaire pour aider les frères libyens à aboutir dans les plus brefs délais à une solution à même de mettre fin à la crise et de redonner espoir au peuple libyen.
Voilà. Et donc, on continue avec, avec le Moyen-Orient, mais aussi, il s'agit aussi de l'Afrique. Comme on le connaît, c'est l'Égypte qui assure la présidence au nom de l'Union africaine pendant l'année 2019. Sur l'agenda, certainement, ou la feuille de route, beaucoup de points, un agenda assez chargé. Et il s'agit aussi de celui-ci, voilà, pour le développement de l'Afrique d'ici 2063. Si à Biarritz, en adressant le G7, le président a été très intéressé ou a rappelé l'importance de la coopération internationale pour le développement de l'Afrique, surtout dans le domaine des investissements directs, étrangers directs en Afrique, sur l'appui du rôle de la femme et des jeunes en Afrique, de créer du travail, de créer des positions, la créativité, la formation des jeunes, qui est la clé de nouveau d'une stabilité qui mènera les jeunes africains à rester chez eux, à travailler chez eux, à produire chez eux, et de ne pas recourir à l'immigration clandestine qui représente pour l'Europe, pour beaucoup de pays aussi du Nord, en dehors de l'Afrique, un défi. À la conférence, à la 7e édition de la conférence de TICAD qui s'est tenue à Yokohama, au Japon, et d'ailleurs c'est une initiative japonaise qui a commencé en 1993 pour le développement de l'Afrique. Cette 7e édition était sous l'égide de le développement en Afrique, les peuples, la technologie et la créativité. Et les trois axes sur lesquels le président a basé son allocution comme président de l'Union africaine en présence de 40 pays et d'autres institutions internationales, c'était l'infrastructure en Afrique, c'était la créativité et la technologie et la création d'emplois, et c'était aussi comment mettre en exécution, comment mettre en œuvre le grand accord de la zone de libre-échange qui permettra une compétition valable pour les produits africains, des prix abordables et donc des marchés encore plus ouverts. Très bien. Voilà, en fait, ça c'est un point très important. Voilà, quand on parle du développement de l'Afrique, un continent très riche en ressources naturelles et humaines, et voilà, qui peut bien donner le modèle au monde entier. Je vous remercie infiniment, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, Monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et au revoir.